Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. La situation sanitaire fait toujours la une de l'actualité. Face à elle, les élus sont en première ligne. Je reçois aujourd'hui Nicolas Rouly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste de Grand-Quevilly et aussi vice-président de la métropole Rouen-Normandie en charge des finances, des ressources et de l'administration générale. Et vous êtes également président de la fédération PS en Seine-Maritime. Alors depuis le 30 octobre dernier, le gouvernement a décrété de nouveau le confinement dans tout le pays. La faute à la deuxième vague épidémique qui frappe la France s'en est suivi des mesures d'interdiction pas forcément comprises par l'ensemble des Français. Un nombre très important de maires ont pris des arrêtés permettant aux commerçants jugés non essentiels par le gouvernement de rouvrir. Quel est votre avis sur cette initiative ? La question fondamentale, c'est l'action concrète que l'on mène aux côtés de l'ensemble de nos concitoyens, c'est-à-dire à la fois les commerçants, mais aussi les habitants, les acteurs associatifs, les acteurs économiques. Sur la question des arrêtés municipaux, j'ai eu l'occasion de m'exprimer et chacun a bien compris que ce sont des arrêtés illégaux qui, si d'ailleurs ils sont appliqués, exposent à la fois les commerçants et les clients à des sanctions et peuvent aussi d'ailleurs les exposer sur le plan sanitaire. Donc pour ce qui me concerne, je n'ai pas pris d'arrêté de cet ordre. En revanche, nous avons une grosse mobilisation, comme dans beaucoup de communes, mais à l'échelle de Grand-Quevilly, où le tissu commercial, économique est très important. Les élus, les services sont au contact tous les jours de ces acteurs et nous avons pris des initiatives très concrètes de soutien à travers la communication, à travers le portage de courses à domicile, à travers la connexion d'un certain nombre de commerces de proximité, à travers évidemment les achats locaux aussi que la ville elle-même peut organiser. Donc c'est ça qui m'importe en vérité, c'est d'être au contact, aussi bien vis-à-vis du secteur économique et commercial que de l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ces arrêtés, c'est juste de la communication, c'est pas du concret. Mais ces arrêtés sont d'abord, dans ce que j'ai compris, une façon d'interpeller en effet les pouvoirs publics, c'est-à-dire ceux qui décident à l'échelle gouvernementale ou à l'échelle préfectorale. Dans le concret, et par ailleurs je suis juriste et je connais bien cette articulation, aucun maire n'a le pouvoir de contredire un décret gouvernemental. Et donc, les tribunaux se sont exprimés sur la question. Pour moi, ce sujet-là est derrière nous. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est l'action concrète quotidienne auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Bien sûr, les commerces de proximité qui sont essentiels. Et c'est pour ça que nous avons sur Grand-Quevilly, mais aussi avec d'ailleurs la métropole, déployé toute une action d'accompagnement. Mais il y a évidemment beaucoup à faire aussi dans d'autres registres et auprès d'autres acteurs du territoire. Alors le commerce de proximité, c'est un élément majeur pour le développement économique des villes. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des commerçants de Grand-Quevilly ? Quel retour vous avez ? Évidemment, la situation est très différente selon la situation de chaque commerçant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont totalement ouverts, qui s'adaptent au contexte sanitaire, mais qui voient aussi y compris une forme de retour vers la proximité, parce que c'est vrai qu'un des éléments essentiels du débat, c'est de souligner que la proximité est un gage de sécurité quand on a un nombre limité de clients dans chaque commerce, quand on a évidemment des commerçants très attentifs à l'organisation de l'espace commercial et quand on a à partir de là une maîtrise sur le plan sanitaire. Donc ceux qui sont ouverts portent leur activité le plus sérieusement possible et voient revenir aussi des clients vers cette proximité. Ceux qui sont totalement fermés sont bien sûr très inquiets, en particulier sur la durée du confinement qui a été annoncé, parce que l'expérience a montré dans le premier confinement que la durée initiale, malheureusement, peut être prolongée. Et puis, il y a des situations intermédiaires de commerces qui sont à la fois fermés en termes d'accueil du public, mais qui gardent une activité par la vente à emporter notamment. Et là, c'est un esprit, je dirais, d'organisation, de résistance. Et c'est là où nous essayons en particulier d'être les plus utiles dans la communication qui peut être faite auprès de nos concitoyens pour justement faire savoir les efforts, les démarches et les opportunités qu'offrent encore, y compris des commerces dits non essentiels, mais qui en réalité, par beaucoup d'aspects, le sont. Je me prends un exemple très concret. Nous avons en centre-ville un photographe qui fait régulièrement des photos d'identité pour les passeports, les cartes d'identité, etc. C'est très difficile de lui dire qu'il n'est pas essentiel et pourtant c'est le choix qui a été fait par le décret gouvernemental. Ce photographe organise quand même de la vente à emporter de matériel photographique notamment. Il faut accompagner bien sûr ces efforts comme ceux de tous les commerçants qui résistent. Je pense aux fleuristes par exemple ou d'autres encore.
Alors, autre thème d'actualité en ce moment, ce sont les écoles. Elles sont restées ouvertes contrairement au confinement que nous avions connu au printemps dernier. Alors, le mardi 10 novembre, les syndicats ont appelé à une grève sanitaire au niveau national. Ils protestaient contre le protocole sanitaire jugé insuffisant. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude dans les écoles ? Je la comprends d'autant mieux qu'on est face à des indications et contre-indications permanentes. Et c'est extrêmement difficile pour les enseignants dans le contexte, par ailleurs, que vous connaissez, de la pression sécuritaire qui s'est aussi abattue tragiquement sur l'éducation. C'est d'autant plus difficile, je vous le disais, que voilà, les indications arrivent et puis elles sont contredites. Vous avez vu comment le jour de rentrée a été particulièrement mal préparé, ça c'est une chose, mais le protocole lui-même, pour tout vous dire, nous a été annoncé dans les dernières minutes de la fin de semaine qui précédait la rentrée scolaire. Et pour nous-mêmes, au niveau des mairies, et là je pense à l'ensemble des mairies, puisque c'est une compétence des communes que d'organiser aussi la gestion de l'espace scolaire, mais c'est un casse-tête permanent et une adaptation permanente en termes d'organisation, en termes de gestion du personnel et en termes d'articulation avec aussi en effet les indications de l'éducation nationale. Et donc je crois que ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est à la fois, on peut le concevoir, une inquiétude sanitaire, mais ça va bien au-delà, vous le savez, puisque ça se mélange avec les considérations sécuritaires, ces attentats qui se sont succédés et qui ont mis en cause malheureusement le corps enseignant. Et vous avez vu d'ailleurs, y compris récemment sur notre territoire, quelques phénomènes qui préoccupent légitimement le corps enseignant. Donc je comprends en effet cette inquiétude, même si au quotidien, et il faut le souligner, on est tous sur le plan local très engagés pour que les choses se passent correctement, et je croise les doigts, mais c'est le cas ici par exemple à Grand-Quevilly sur le plan sanitaire. Alors même si la mesure que vous proposiez dans votre programme n'est plus vraiment d'actualité, vous proposiez aux usagers des espaces seniors de partager des repas avec des élèves des écoles élémentaires. C'est une proposition infaisable à l'heure actuelle, mais est-ce que vous la maintiendrez après la crise sanitaire ? Alors vous avez raison de souligner que malheureusement cette proposition fait partie de celles, et il y en a d'autres, qui sont absolument inconcevables dans le contexte sanitaire. Et nous avons même été contraints, chacun le comprendra, de fermer les espaces seniors qui habituellement accueillent nos aînés et qui leur proposent chaque midi une restauration. Mais sur le fond, je ne remets pas en cause l'idée qui était la nôtre et qui s'inspire d'ailleurs d'expériences que nous avions constatées dans d'autres communes, consistant à intervalles réguliers, pas tous les jours, mais à proposer à intervalles réguliers à nos aînés qui habituellement se restaurent dans les espaces seniors, de partager régulièrement le repas des enfants à la cantine scolaire. Nous sommes convaincus que cette initiative est intéressante du point de vue du lien entre les générations, du point de vue aussi d'ailleurs du comportement qui peut être celui des enfants dans le temps scolaire, avec la présence d'un senior à leur table. Bien évidemment, le temps du midi se déroule différemment. Et donc, pour répondre clairement à votre question, oui, j'espère qu'un jour viendra où cette mesure pourra être expérimentée à Grand-Quevilly, comme, je le répète, elle l'a déjà été avec succès dans d'autres communes. Notre idée n'est pas d'inventer la roue, mais d'aller chercher les bonnes idées ailleurs et se dire qu'on n'est pas moins malin que ce qui se fait ailleurs. Simplement, on n'est pas plus fort non plus face au virus. Alors pour changer d'idée un petit peu, dans votre programme, vous promettiez de célébrer, je cite, les naissances et les adoptions en offrant aux parents un arbre à planter chez soi ou bien dans l'espace public. C'était votre manière d'allier le bonheur et l'écologie ? Oui, bien sûr, c'est un signal fort par rapport à l'engagement écologique qui est le nôtre justement pour les nouvelles générations. Et en fait, ce signal est double. Nous souhaitons, et nous sommes en train d'y travailler, ça devrait être opérationnel dès les premiers mois de l'année 2021, offrir à chaque nouvelle naissance, à la fois un livre pour bébé de manière à symboliser le lien entre la ville, la culture et les familles, et ce livre pour bébé s'accompagnerait d'ailleurs d'une proposition d'adhésion gratuite de l'enfant à la médiathèque, parce que nous avons une grande politique du livre et de la culture pour les enfants à travers la médiathèque de Grand-Quevilly. Et donc nous voulons faire ce geste, et puis
dans le même temps, nous souhaitons pouvoir offrir un arbre, vous l'avez dit, que les familles planteraient chez elles quand elles sont propriétaires d'un terrain, ou tout simplement dans l'espace public. Chaque année, à Grand-Quevilly, nous plantons plus de 250 nouveaux arbres dans l'espace public, ce qui correspond à peu près au nombre de naissances. Eh bien, autant le faire avec les habitants eux-mêmes et les rendre acteurs de cette démarche. Merci Nicolas Rouly d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes le maire socialiste de Grand-Quevilly. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.